Un acteur que tout le monde aime nous a quitté, la bande-annonce du prochain gros film avec Tom Cruise et plein d'autres actualités, cinéma, séries. Salut à tous, ici Reg, on va parler de tout ça. J'ai envie de commencer avec la grosse actualité de ce début de semaine, c'est évidemment le décès de Sam Neill qui a, je pense, choqué beaucoup de personnes. C'est un décès assez surprise, mine de rien, la famille l'avait annoncé sur les réseaux. Pourquoi je dis surprise? C'est que Sam Neill, si vous le suiviez sur Instagram, sur TikTok, il partageait beaucoup de vidéos de sa vie, de sa ferme, de ses animaux. Il avait une masculinité, je trouve, très positive, très rassurante, alors qu'il a joué quand même des psychopathes dans sa carrière aussi. Mais en gros, il était atteint d'un cancer pendant des années, qu'il avait réussi à vaincre. Il s'est battu, ça s'est bien passé, il était en rémission et le cancer avait disparu. Mais il est quand même décédé récemment, donc on est passé de quelque chose de très positif à une vraie surprise négative comme ça d'un coup. Il est mort entouré de ses proches, visiblement. C'était aussi une surprise pour sa famille. Mais en tout cas, il n'est pas parti seul, d'après ce qu'ils ont dit. On ne sait pas encore pourquoi, comment. Ils vont le révéler plus tard. Maintenant, ils ont envie de garder un peu cet aspect de sa vie privée. Mais pour nous, évidemment, c'est un choc. De une, parce qu'il avait vaincu cette maladie. De deux, parce que Sam Neill, bah, on l'adore tous, quoi. Sam Neill fait partie de ces grands acteurs qui ont marqué beaucoup de gens de ma génération. Avec Jurassic Park, évidemment à l'époque, parce que c'est son film le plus connu, c'est Claire et Ned, Dr. Alan Grant, il a inspiré des générations entières de jeunes, que ce soit des cinéastes ou juste des fans de cinéma. Ça fait partie vraiment de notre cinéphilie Jurassic Park et c'était le rôle principal. Donc pour ça, il avait vraiment marqué beaucoup de personnes. Mais c'est un gars, quand vous quittez Jurassic Park, quand vous vous intéressez à sa filmographie, quand vous découvrez un peu le cinéma qu'il faisait, la carrière qu'il avait, c'est un gars qui était tellement éclectique, c'est un gars qui avait tellement tout essayé. Moi, je l'adore dans Possession. Je parlais un peu de masculinité rassurante sur les réseaux par rapport à lui. C'est qu'il avait ce truc où il était très ouvert d'esprit, il était très doux. Mais dans Possession, c'est l'inverse, quoi. Dans Possession, il joue un malade mental. C'est un rôle que j'adore, c'est un film que j'adore aussi. Possession avec Isabelle Adjani. Donc c'est ce genre de film que moi j'aimais beaucoup avec Sam Neill aussi. Il avait aussi The Hunt for the Wilder People de Taika Waititi, donc c'est un acteur néo-zélandais qui vivait en Australie comme beaucoup de néo-zélandais. Et Hunt for the Wilder People, c'est un film où il avait vraiment un côté très rassurant aussi, mais en même temps il avait une performance qui était très douce, tout en étant très aigri. Donc c'est un film récent de lui que j'aime beaucoup. Il avait traumatisé le monde entier avec Event Horizon, L'Antre de la Folie. C'était comme un gros nom dans le monde de l'horreur, hein. Ça peut-être beaucoup de personnes l'oublient, mais il avait vraiment tout fait, quoi. Tu vois, il a un rôle majeur dans La Leçon de piano, qui est un grand film de une pour la Nouvelle-Zélande et pour les indigènes de manière générale, mais aussi pour la carrière de la réalisatrice Jane Campion. C'était un rôle quand même assez important pour lui et pour le monde du cinéma. Octobre Rouge, L'Homme bicentenaire, il avait failli être James Bond. À un moment, il y a des vidéos de lui en train de faire le screen test James Bond. Voilà, il avait une carrière franchement formidable, il était toujours très positif, il faisait grave kiffer le monde entier, il avait sa ferme avec ses animaux. Je me demande ce que vivent des animaux quand quelqu'un comme ça décède, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils se rendent compte? Vraiment, c'était un mec qui avait tellement quelque chose de positif à donner au monde, et là, bah, son décès, c'est une surprise. C'est dur, c'est triste, mais même en termes de cinéma, franchement, c'était un gars qui avait tout tenté, quoi. Je pense souvent à Viggo Mortensen, que j'adore aussi. Pour moi, c'est un grand acteur, Viggo Mortensen, c'est mon acteur préféré. Mais c'était un acteur qui essayait tout aussi, qui tentait des choses et qui avait ce côté vraiment très ouvert par rapport au fait d'être un homme, d'être un acteur et tout. Et Sam Neill, certes, il a peut-être fait un peu plus de trucs à la con parfois et tout, mais il a vraiment tout fait, quoi. Il s'est amusé, il a fait plein de films, plein de séries. Peaky Blinders aussi, forcément, il avait un rôle majeur dans l'une des saisons, voire deux, je sais plus exactement. Bref, Sam Neill va nous manquer, qu'il repose en paix. Hier, c'était assez dur, parce que franchement, une grande surprise. Mais surtout, bah voilà, quand t'as grandi en voyant son visage pendant presque 30 ans me concernant, c'est toujours compliqué, quoi. C'est toujours dur. Donc, qu'il repose en paix. Merci à lui pour sa positivité. Merci à lui pour son cinéma, les films dans lesquels il a joué, que j'ai cités, que je vous conseille. Il y en a plein que j'ai pas vu avec lui, évidemment, mais franchement, repose en paix, Sam. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu vas manquer à beaucoup de personnes, et je comprends les gens qui ont envie de lancer un jeu à Jurassic Park pour le voir, faire ce qu'il fait si bien, quoi. Donc franchement, qu'il repose en paix, c'était pas facile hier. Pour changer complètement de sujet, parce qu'il faut bien, Avengers Doomsday a partagé son premier visuel officiel concept art. On sait que la durée sera aux alentours de 2h45, donc le deuxième plus long Marvel derrière Endgame forcément, et la bande-annonce officielle va sortir fin juillet.
Il y a ce débat en ce moment sur les réseaux par rapport à Dune 3 et Avengers Doomsday. Il faut savoir que les deux films sortent le même jour pour l'instant. Donc je crois que c'est le 16 décembre chez nous en France. Moi, je pense sincèrement que si le marketing de Doomsday n'est pas au point, Dune 3 risque de mieux marcher que Doomsday. Je pense vraiment que Dune 3 a ses chances. Dune 3 va vraiment être un sacré morceau qui pourrait peut-être même taper le milliard. Ça l'a pas encore fait Dune, hein, mais ça pourrait taper le milliard avec la conclusion épique. Maintenant, tout dépend de l'événement Avengers, tout dépend de ce que ça va donner en termes de marketing, mais franchement, vu le slop que c'est Marvel, vu à quel point c'est catastrophique depuis des années, je sais pas s'ils vont arriver à raviver la flamme. Ça risque de taper le milliard aussi, hein, mais ça fera pas les 2 milliards, ça fera pas 1,4 milliard, 1,5 milliard. Ça m'étonnerait, sauf s'ils ont une campagne marketing du feu de Dieu. Mais moi, quand je vois ça, il n'y a rien qui me donne envie, quoi. Ça a l'air d'être l'enfer sur Terre. Quand tu connais les problèmes de tournage, de production, de montage, comment ils vont devoir tourner Endgame, Secret Wars, pardon, Doomsday, ça a l'air d'être une véritable catastrophe. J'ai hâte de voir la bande-annonce, voir ce qu'ils vont faire avec, parce qu'ils sont forts en marketing. Mais j'avoue que, bah oui, en termes de qualité, on attend tous Dune 3, et on sait tous que ce sera un bien meilleur film. Doomsday, je vois pas comment ça peut être bien, quoi. Franchement, vu tout ce qui s'est passé, j'ai du mal à croire que le film peut fonctionner. Pour changer de sujet, parler d'un truc qui n'a rien à voir, la chanteuse Pink Panthers va jouer officiellement au cinéma dans son premier rôle avec Matt Damon dans le film des Daniels, un film de science-fiction épique, cher. Vous savez, les Daniels, c'est évidemment pas mal d'Oscars pour Everything Everywhere All at Once, c'est Swiss Army Man. Leur prochain film va commencer le tournage bientôt pour une sortie l'année prochaine, et elle a rejoint le casting avec Matt Damon. Pourquoi pas, s'il arrive à bien jouer, moi je suis pas contre. Les Griffes de la Nuit aura le droit à un remake et ça sera avec le scénario original. Et oui, ils vont vraiment reprendre l'histoire de base. J'imagine que Robert Englund ne va pas revenir, il a 80 ans, donc jouer Freddy Krueger ça va être compliqué. Mais moi je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec un remake du scénario original, en sachant que on est en 2026, 27, voire 28 quand le film va sortir, voir comment ils vont adapter les névroses de notre époque un film comme ça, parce qu'en vrai c'est possible et ça pourrait être intéressant à voir ce que ça va donner. Je suis pas extrêmement fermé, vous savez, les films comme ça, on va parler de Vendredi 13 dans quelques minutes, mais les films comme ça, genre de toute façon il y en a eu tellement, qu'est-ce qu'on s'en fout s'il y en a un de plus, quoi. Enfin, je sais pas, il y en a eu combien des Freddy Krueger, mais il y en a eu tellement que je m'en fous s'il y a un remake, un énième remake. C'est comme Massacre de la tronçonneuse, c'est comme Halloween, en vrai je m'en fous qu'ils en refassent plein. De toute façon au pire on n'ira pas les voir, mais voilà, c'est pas non plus une licence qui est extrêmement importante en termes de contenu, de saga, ce genre de truc, quoi. C'est vraiment juste, voilà, un nouveau Freddy Krueger et puis basta. De l'IA dans Gollum, c'est ce qu'a annoncé Andy Serkis. Il va utiliser de l'IA générative, non pas pour créer des scènes de toutes pièces, mais pour tout simplement faire du de-aging. Donc il y a plein d'acteurs qui vont être rajeunis et c'est avec donc un algorithme IA qui vont le faire. Écoutez, l'IA pour rajeunir des gens, pour aider les artistes d'effets spéciaux, c'est normal, c'est un outil. Ça me choque pas, je vois aucun problème avec ça. L'Odyssée dure moins de 3 heures à cause de l'IMAX. Vous savez, le film intégralement filmé en IMAX 70 mm évidemment, et il est projeté aussi dans beaucoup de cinémas en IMAX 70 mm. Alors attention, ne vous faites pas avoir. Il n'y a que 4 cinémas en Europe qui diffusent en IMAX 70 mm. Il y a le BFI de Londres, il y a le Kinépolis de Bruxelles, il y a l'Odysseum de Montpellier, et tu as le cinéma IMAX 70 mm à Prague. C'est ces 4-là en Europe. Donc faites vraiment attention. Tous les cinémas comme le Grand Rex qui dit 70 mm, c'est pas de l'IMAX 70 mm. Et les autres cinémas qui disent IMAX, ce n'est pas comme ça que Nolan veut que vous voyez le film. Donc c'est vraiment IMAX 70 mm dans les 4 cinémas que j'ai cités là. Et puis c'est tout. Rien de plus, je précise, parce que c'est vraiment important. Donc apparemment, c'est uniquement 3 heures, car la projection d'IMAX 70 mm ne peut diffuser que 3 heures de film. Donc il faut faire un plus gros projecteur, j'imagine, mais c'est déjà des machines gigantesque, mais c'est limité à 3 heures. C'est pour ça qu'il n'y a aucun film de Nolan en IMAX 70 mm qui dépasse les 3 heures, parce que c'est pas possible de projeter sinon. Peut-être un jour ce sera possible. Nolan, il fait tellement avancer la technologie IMAX, j'en parle ce soir dans ma critique de l'Odyssée, et sortira à minuit 1. Mais voilà, c'est pour ça que le film dure moins de 3 heures aussi. Et quand vous voyez le film, vous ressentez qu'il aurait aimé que ça dure un petit peu plus. On en parle ce soir évidemment. En termes de box-office, c'est Vaiana qui a un énorme flop. 95 millions au box-office international pour 250 millions de budget. C'est un échec colossal, mérité d'après moi parce que c'est une bouse atroce qu'il ne faut absolument pas regarder. 95 millions, c'est que dalle. Ça sera un énorme échec pour 250 millions de budget. Il faut aller chercher les 500, 600 millions minimum. Jamais ça va dépasser les 250 au box-office.
ça serait un flop monumental et c'est mérité parce que c'est de la merde et c'est tout ce qu'il faut pas soutenir au cinéma. De l'autre côté, Evil Dead Burn commence pas trop mal, c'est 27 millions au box-office international pour 20 millions de budget, 20-25 millions de budget. Bon, ça va, franchement, Evil Dead, c'est une saga qui arrive à 100 millions max. Le dernier Rise qui a le mieux marché, c'était genre 98 millions, un truc comme ça. Bref, c'est une saga à 100 millions, mais quand c'est un budget de 20 millions, si t'arrives à aller chercher les 60, 70 millions de box-office, c'est un beau succès, c'est pas mal. Pour l'instant, on va voir comment se tient le bouche à oreille, mais c'est loin d'être un échec. Au contraire, ça commence pas trop mal au final. C'est moins que Rise en termes de début, mais ça commence pas trop mal et je pense pas que la saga ait essoufflé pour l'instant. On va voir. En termes de bande-annonce, nous avons Bad Apples, le nouveau film avec Saoirse Ronan, et qui va raconter l'histoire de cette prof qui va kidnapper un élève turbulent. La bande-annonce, elle a bien buzzé sur les réseaux, il y a plein de gens qui en parlent. Bon, quand tu regardes la bande-annonce, tu dis « Ok, ça va ». Ça a pas l'air dingue, honnêtement, ça a pas l'air très marquant, ça a pas l'air très intéressant si on peut être tout à fait honnête, même si thématiquement, ça peut raconter quelque chose sur les profs, sur le système scolaire. Globalement, c'est pas un film qui me donne envie. Et malheureusement, c'est aussi le cas de Digger. Alors putain... Ça, c'est assez dur parce que c'est le nouveau film d'Inarritu. C'est le film qui va sûrement donner l'Oscar à Tom Cruise en tant que rôle principal. Et beaucoup d'attentes parce que Inarritu, qu'on aime ou pas ce qu'il a fait récemment, je trouve que c'est quand même un mec qui propose des choses et je suis toujours curieux de voir son cinéma. Mais c'est vrai que là, se lancer dans une comédie satirique, déjà, ça va pas plaire à tout le monde, c'est clair et net. Sauf que moi, j'aime bien les comédies satiriques. C'est un truc qui me fait kiffer. J'aime bien voir ça. Ça a l'air pas du tout subtil, ça a l'air tape à l'œil comme pas possible. Je suis pas du tout fan de l'esthétique. Le VistaVision gris dégueulasse comme ça, on dirait qu'ils ont laissé le log et qu'ils ont pas du tout fait la colorimétrie par-dessus. Donc j'aime pas du tout les visuels. Je comprends, c'est un choix artistique. Je comprends que c'est une volonté de la part du réalisateur d'avoir un monde gris comme ça dégueulasse. Le concept du film, il a été réexpliqué dans la bande-annonce. C'est l'histoire d'un mec qui cause la fin du monde, mais qui essaie de le sauver en même temps. Mais voilà, on comprend que c'est une sorte de Elon Musk... Jeff Bezos, politique et tout, voilà, on comprend les comparaisons, il n'y a aucun problème, mais c'est juste que je trouve l'ambiance, on dirait Mickey 17, quoi. Et moi, j'aime bien Mickey 17, hein, et je pense que je vais bien aimer ce film aussi, mais c'est juste, je pense, Inarritu qui a envie de faire son Docteur Folamour, et c'est qu'il y avait une grosse hype avec le maquillage sur Tom Cruise, le retour de Tom Cruise à des vrais drames, contrairement à ce qu'il a fait depuis des années et des années. Le vrai dernier drame de Tom Cruise, c'est quand même Magnolia en 99, sinon c'est que des films d'action qu'il a fait sans exception. Et 99, c'est Magnolia, c'est Eyes Wide Shut et tout. Donc, globalement, Tom Cruise, c'est un mec qui a pas fait un vrai drame, même si là, c'est une comédie dramatique, depuis 30 ans presque. Et là, c'est son grand retour, campagne à Oscar, tout le monde pense qu'il va le gagner, ce qui est sûrement vrai, parce que voilà, c'est un Oscar de carrière qu'ils vont lui donner. Inarritu, il est adoré par l'Académie des Oscars, mais c'est que quand je regarde la bande-annonce, je me dis, c'est pas beau. Alors oui, c'est peut-être volontaire, ça n'a pas l'air hyper original, hyper intéressant, je comprends le Kubrick, Folamour, tout ça, d'accord. Mais globalement, je vois ça, je me dis, ok, une comédie satirique qui veut choper des Oscars, qui sera bien nommée, mais ça me donne pas spécialement envie. Il n'y a rien qui me donne envie, quoi. Franchement, j'ai l'impression de revoir une comédie satirique classique. Moi, je vois Mickey 17, là. Et encore une fois, j'aime bien Mickey 17, mais on dirait un peu la même vibe. Encore une fois, peut-être c'est la bande-annonce, le marketing, mais bon, campagne à Oscar, sortie IMAX, peut-être je vais fermer ma gueule quand le film sortira. Ça me donne grave envie juste pour l'expérience du truc. Moi, c'est plus au fait les coulisses du projet, genre Inarritu, l'équipe technique, Tom Cruise qui me donne envie, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman qui joue le président, un peu dégueulasse, quoi, disons les choses, pas en termes de physique, mais en termes de personnalité et de comportement. Voilà, ça me donne envie. Mais la bande-annonce en soi, si je dois être honnête et prendre du recul, me donne pas envie. Tu m'aurais pas mis ces noms-là, t'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais dit ouais, ça a l'air à chier, quoi. Mais là, vu qu'il y a l'équipe derrière qui m'intéresse un petit peu, vu que c'est quand même Tom Cruise et Inarritu, je me dis, bah je reste quand même assez ouvert d'esprit. Mais juste comme ça, si je prends ce recul-là, ça me donne pas spécialement envie. Genre, j'étais un peu hypé, là, j'ai un peu hâte, mais la bande-annonce m'a un petit peu refroidi, quoi. Ça a l'air assez bancal, ça a l'air assez abusé, et ça a juste l'air d'être un gros tapin satirique sur 2026 qu'on se tape depuis des années, hein. Genre des Mickey 17, il y en a, quoi. Là, Digger, bon, voilà, why not, why not. Je reste ouvert d'esprit, hein, attention, mais c'est que la bande-annonce m'a un petit peu refroidi, genre en termes de visuel, en termes d'acting, en termes de tout, je me dis, ouais, ça peut être sympa. C'est tout, quoi, ça va être divertissant, sans plus, 3,5 sur 5, on verra bien, j'espère avoir tort, parce que, voilà, c'est quand même une sortie que j'attends. Je suis curieux de voir si ça va vraiment être de la qualité, si Inarritu il va faire un gros retour. J'ai pas vu son dernier film en plus là, qui est sorti sur Netflix. Est-ce que c'est vraiment le retour de Tom Cruise aussi? J'ai hâte de voir ça et j'espère que ce sera vraiment une nouvelle ère pour Tom Cruise pour rappeler au monde entier à quel point c'est un acteur de légende. Mais c'est vrai que comme ça, objectivement, j'ai un peu du mal avec la bande-annonce qui m'a déchauffé. Pour parler vite fait de série, il y a eu la bande-annonce de Crystal Lake, donc c'est la série prequel à Vendredi 13.
Pareil, je m'en fous un petit peu de Vendredi 13. La bande-annonce, teaser de 30 secondes, n'a pas l'air très bien. Je suis peut-être un peu blasé aujourd'hui, mais il n'y a rien qui m'a donné spécialement envie ici, quoi. Je me dis, ah ouais, c'est une nouvelle série, c'est un slasher. Ok, sans plus. Donc j'ai vraiment rien à dire, ça a l'air ok, sans plus. C'est A24, c'est une série et tout. Peut-être ça va être bien, je croise les doigts. Mais la bande-annonce m'a pas donné envie. Et si on parle de plateforme de streaming, il faut savoir que Netflix, Disney+, sont en train d'étudier un abonnement gratuit. Donc gratuit avec uniquement publicité, mais aussi un contenu en direct. Ils sont en train de réinventer la télévision, tout simplement. Contenu en direct, publicité, et avec du contenu en moins. C'est-à-dire que si tu veux avoir accès à certains contenus, il faudra au moins payer l'abonnement avec pub à 5, 6 euros en fonction des pays, en fonction des abonnements. Mais oui, Netflix, Disney+, sont en train de réfléchir à ça. Et ça va être une idée catastrophique. Je pense qu'en termes de consommateurs, c'est une bonne idée parce que tu donnes accès à tout le monde à Disney+, et tu vas les faire payer après pour avoir accès à certains contenus. Mais en termes de ce que ça devient, genre le streaming, on est passé des abonnements OK, des abonnements extrêmement chers, à maintenant la télé. Genre ils ont réinventé la télé, quoi. C'est n'importe quoi. Pour les sorties de la semaine, il y a Lucky sur Apple TV+, qui a l'air vachement bien avec Anya Taylor-Joy. Ça sort ce mercredi, ça m'intéresse. The Last Viking, ça a l'air pas mal aussi. Il y a eu de bons retours, de bonnes critiques. J'espère avoir le temps de le voir. Et évidemment, l'Odyssée de Christopher Nolan. Ma critique va sortir ce soir. On va en parler en détail. Ça sera une grosse vidéo. De toute façon, il y aura plusieurs vidéos sur l'Odyssée, sur plein de sujets différents parce que je vais le voir plusieurs fois. Mais en tout cas, voilà, ça sort ma critique ce soir et le film demain. Et il y a des séances de minuit pour ceux qui regardent la vidéo maintenant et qui ont une séance de minuit à côté après le match, pour ceux que ça intéresse. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant toutes les vidéos sont disponibles en podcast, mais j'ai aussi des comptes Instagram, TikTok et Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.